Un crépuscule brûlant enveloppait Ouagadougou, teintant le ciel d'un rouge profond, comme si le firmament, épuisé par l'intensité du jour, saignait lentement sur la ville. Les rues poussiéreuses vibraient encore des bruits familiers, klaxons insistants, moteurs de moto, cris des vendeurs ambulants. Pourtant, dans l'atmosphère, flottait une tension discrète. Invisible aux regards ordinaires, elle pesait sur ceux qui savaient lire les signes du pouvoir. Dans les couloirs du palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré, président par intérim du Burkina Faso, marchait d'un pas déterminé. Âgé de 34 ans, il portait le fardeau d'une nation déchirée par l'instabilité, rongée par l'insécurité et secouée par les jeux politiques. Ce soir-là, son visage habituellement impassible révélait une nervosité inhabituelle. Ses yeux noirs, plissés de vigilance, observaient attentivement chaque détail, chaque ombre mouvante sous les lampes vacillantes. « Monsieur le Président, ils vous attendent », annonça le lieutenant Saadogo, son aide de camp, en ouvrant la lourde porte de la salle de crise. Le colosse, d'habitude inébranlable, trahissait une certaine tension, une rareté pour un vétéran des forces spéciales. La pièce, austère et sans fioriture, était éclairée par des néons blêmes. Autour d'une longue table en bois foncé étaient installés les officiers les plus loyaux à Traoré, ceux qui l'avaient épaulé lors de sa prise de pouvoir en octobre 2022. Tous étaient de silencieux, leur tenue impeccable, en contraste avec la fatigue dans leurs yeux. L'ambiance était si lourde qu'on aurait pu croire que le silence lui-même risquait de se briser sous la pression. Traoré s'installa au bout de la table, posa ses mains sur le bois glacé et inspira profondément. Sa voix, posée mais tranchant, fendit le silence. « Messieurs, j'ai reçu des informations d'une gravité extrême. » Il ouvrit un dossier rouge marqué du sceau de la présidence et le posa devant lui avec lenteur. Un complot pour renverser notre régime est en cours. Un frisson traversa la pièce. Les officiers échangèrent des regards mêlés d'inquiétude et de stupeur. Le colonel Zongo, chef du renseignement, un homme élancé aux lunettes cerclées de métal, se leva pour faire circuler des photographies en noir et blanc. Ces images ont été prises récemment. Elles montrent des réunions clandestines dans un entrepôt excentré, des convois d'armes déguisés en missions humanitaires et des communications chiffrées interceptées par nos équipes. Il marqua une pause, fixant Traoré droit dans les yeux. Des officiers de haut rang sont impliqués. Le silence s'épaissit. Traoré examina les documents un à un, son visage se durcissait à mesure qu'il tournait les pages. Les images étaient floues, mais les preuves écrites étaient des sans-appel. « Je connais certains de ces noms », murmura-t-il. Des hommes que j'ai élevés, des frères avec qui j'ai défendu ce pays. Il se leva d'un bond et frappa la table du plat de la main. Nous agissons dès ce soir. L'opération doit commencer immédiatement. Je veux ces hommes capturés avant le lever du jour. Il balaya la salle du regard, son ton ferme et inflexible. Et pas de brutalité. Inutile. Le peuple mérite la justice, pas la revanche. Zongo acquiesça d'un hochement de tête. Et pour les civils concernés, la loi s'appliquera à tous, sans exception. Le palais entra en effervescence. Des véhicules blindés sortirent discrètement. Des hélicoptères sillonnèrent le ciel. Des unités d'élite, le visage couvert, encerclaient les cibles. Résidences luxueuses, hangars désaffectés, hôtels de banlieue, à minuit, l'opération fut déclenchée de façon simultanée, précise, sans bavure. Quand le jour se leva, Traoré, resté dans la salle de commandement, reçut les premiers rapports. Le coup de filet avait été un succès total. Aucune résistance, aucun tir. Plusieurs officiers et civils arrêtés, des armes saisies, des disques durs remplis de données confidentielles récupérées. La nouvelle fit le tour du pays en quelques heures. À Ouagadougou, la population se rassembla spontanément. Drapeau à la main, la foule chantait « Ibrahim, notre défenseur ». Le soir même, Traoré apparut à la télévision. Face au drapeau, en treillis, il déclara « Peuple burkinabé, une tentative de déstabilisation de notre nation a été déjouée. Je vous promets que justice sera rendue. Aucun responsable ne sera épargné, mais surtout, restons unis. C'est dans notre union que réside notre force. » Il regagna son bureau, vidé. Les portraits des anciens présidents semblaient l'observer. Un léger coup à la porte, Zongo entra avec un dossier. « Monsieur, les interrogatoires ont commencé. Le général Ouedraogo a dit quelque chose d'étrange. Dites-moi. » Il a dit « Vous n'avez pas encore compris qui est derrière tout cela. » Puis, il a refusé d'en dire davantage. Un frisson parcourut le dos de Traoré. Il sentait que quelque chose lui échappait. « Continuez les investigations, je veux tout savoir. » Zongo déposa une feuille sur le bureau. Un autre élément. « Monsieur, une liste retrouvée dans les affaires du général. » Traoré parcourut les noms. Puis son regard se figea. Un nom encerclé en rouge, Issouf Zongo, son ami d'enfance, son frère. Il resta sans voix, comme si les lettres pouvaient disparaître d'elles-mêmes. « Vous connaissez cet homme ?» demanda Zongo. Traoré se redressa. « Continuez votre travail, colonel, je dois réfléchir seul. »
Il marcha jusqu'à la fenêtre, la ville scintillait au loin, Issouf, ce nom réveillait une myriade de souvenirs. 2 enfants courant à travers, des dougous, un ballon en plastique, des rires. Issouf qui s'interposait devant les brutes, on ne touche pas à Ibrahim. À 10 ans, ils avaient rêvé d'un Burkina nouveau. Ensemble, on changera ce pays, avait dit Ibrahim. La vie les avait éloignés, l'un dans l'armée, l'autre dans le développement rural. Mais à chaque retrouvaille, la promesse renaissait. Quand Traoré prit le pouvoir, il proposa un poste clé à Issouf. Celui-ci refusa. « Je suis plus utile sur le terrain, le peuple a besoin de proximité. » Il avait admiré ce choix. Il n'avait pas imaginé autre chose. Il convoqua le commandant Kaboré. Surveillance discrète sur Issouf, pas d'interpellation. « Gardez ça pour vous. » Les jours suivants furent insupportables. Les rapports décrivaient une vie simple. Mais une vidéo changea tout. Issouf entrant dans un entrepôt, l'air inquiet. Puis un enregistrement, le système est gangrené. Il faut agir. Le moment est venu. Traoré, bouleversé, devait le confronter. Préparez une voiture. Demain matin, je vais le voir. Seul. Ce n'est pas recommandé, avertit Saadogo. Je prends cette décision. À l'aube, déguisé, Traoré prit la route. Après plusieurs heures, il atteignit le village. La maison d'Issouf, modeste, était silencieuse. Il entra, Issouf priait. En se relevant, il déclara « Je savais que tu viendrais. Pourquoi ? Parce que tu as trahi nos idéaux. Je me bats pour ce pays, Issouf. Du haut d'un palais, déconnecté du peuple. Alors tu as rejoint les traîtres ? J'ai cru qu'un électrochoc était nécessaire. Tu aurais pu me parler ? Tu m'aurais écouté ? Silence. Puis, es-tu encore ce jeune garçon qui voulait tout changer ? Les yeux embués, Traoré murmura « J'ai toujours été loyal. Mais toi, tu m'as trahi. J'ai suivi ce que je croyais juste. » Traoré sortit son téléphone. « Je n'ai pas le choix. » Des soldats firent irruption. « Issouf Zongo, vous êtes en état d'arrestation ? Je suis désolé, Ibrahim. » Traoré s'effondra sur une chaise. Dehors, le soleil déclinait derrière les arbres. Le bêlement grave des chèvres et le cri lointain d'un coq semblaient se faire écho à une tristesse silencieuse. L'arrestation d'Issouf Zongo provoqua une onde de choc dans tout le pays. Les journaux titrèrent à la une « Le frère brisé, la loyauté bafouée ». Sur les réseaux sociaux, d'anciennes photos refirent surface, Issouf et Traoré, jeunes et souriants, lors d'une fête à Dédougou. Le débat s'intensifia. Certains criaient au montage, d'autres invoquaient une justice impitoyable. Au palais, Traoré se retrancha dans le silence. Il annula toutes ses apparitions, préférant rester dans son bureau, les yeux fixés sur un cadre. Une photo de lui et Issouf, adolescents, devant leur ancienne école effondrée. 3 jours plus tard, le ministre de la Justice, Compaoré, entra sans frapper. « Monsieur, il faut parler du procès. Les avocats réclament un traitement particulier pour Zongo, compte tenu de votre passé commun. » Le regard toujours fixé sur la photo, Traoré répondit d'un ton glacé. « Ce procès devra être exemplaire, transparent. Des observateurs étrangers y assisteront. Aucun favoritisme. » « Et pour lui ?» insista Compaoré. « La loi est la même pour tous, » répondit Traoré sèchement. En triant des dossiers, il découvrit une enveloppe. L'écriture tremblante était celle de Tata Fanta. Il l'ouvrit. Lentement, Ibrahim. « Je vous ai vu grandir, toi et Issouf. Je ne peux défendre ses choix, mais je sais qu'il t'aimait sincèrement. Peut-être que cet amour, corrompu par la déception, l'a égaré. La colère nous aveugle, mais le pardon éclaire. Que Dieu te guide. » Fanta, les mots serrèrent le cœur de Traoré. Il relut la lettre plusieurs fois, ému. Puis, un coup discret, à la porte. La ministre des Affaires étrangères entra précipitamment. « Monsieur, la presse mondiale réclame une déclaration. Certains disent donc que cette affaire vous a détruit. » Traoré esquissa un sourire amer. « Détruit ? Non, transformé ? Oui, ce soir-là, il apparut à la télévision. Debout, face à la nation, il s'exprima avec une sincérité rare. « Citoyens du Burkina Faso, je vous parle aujourd'hui comme un homme blessé par la trahison d'un frère. La justice suivra son cours, mais la véritable douleur est celle du cœur. J'ai entendu vos voix. Je m'engage à mieux vous servir depuis les grandes villes jusqu'aux villages les plus reculés. » Le discours toucha des millions de cœurs. Les messages de soutien affluèrent sur les réseaux. Le lendemain, il signa un décret interdisant toute mesure contre les proches des conjurés. « Seuls les coupables doivent de répondre de leurs actes », déclara-t-il. Au fil des semaines, Traoré se transforma. Il multiplia les visites dans les campagnes, écouta les anciens, consulta les populations marginalisées. La blessure laissée par Issouf lui avait donné un regard nouveau. Un jour, le lieutenant Saadogo lui tendit un article. Traoré affaibli par la trahison. Traoré lut, puis répondit simplement « Ils confondent dureté et force. La vraie force, c'est de continuer à croire malgré la douleur. » 6 mois plus tard, le procès débuta. Il fut diffusé en direct à la télévision. L'Union africaine supervisait les audiences. Le peuple tout entier regardait. Quand Issouf prit
La parole, il était digne, les traits marqués. J'ai pensé agir pour le bien. Mais j'ai rompu un pacte. J'en accepte la sentence. Son aveu figea la salle. Même ses accusateurs gardèrent le silence. Par une matinée brumeuse, Traoré retourna à Dédougou. Il visita son ancienne école. Dans un couloir, il retrouva une inscription gravée « IT plus I, frère à jamais ». Peu après, il lança le programme Frères d'avenir, un fonds destiné à la formation des jeunes leaders issus de milieux défavorisés. Il fut financé par la réaffectation d'un budget militaire. Plusieurs centres ouvrirent à travers le pays. Lors de l'inauguration du premier centre, une fillette s'approcha. « Monsieur, vous croyez encore aux gens ?» Il s'agenouilla et répondit doucement « Oui, c'est justement pour cela que je continue. Une trahison ne doit jamais tuer l'espoir. » Quelques semaines plus tard, une lettre arriva cachetée. Elle provenait de la prison. « Ibrahim, mes remords sont profonds. J'ai cru bien faire, mais j'ai brisé notre promesse. Tu es resté droit. Si tu peux me pardonner ?» Issouf Traoré lut la lettre longuement, puis la serra contre lui, les larmes aux yeux. Un an après les événements, un monument fut inauguré à Ouagadougou. 3 colonnes de granit représentaient vérité, justice et unité. Le site était devenu un lieu de mémoire, entouré d'un jardin où jouaient des enfants. Lors de l'inauguration, Traoré déclara « Nos ennemis ne sont pas nos frères. Ce sont la défiance et l'injustice. Ensemble, bâtissons le Burkina de nos rêves. » Un enfant de 10 ans, portant aussi le prénom d'Issouf, s'approcha et lui tendit un bouquet de fleurs sauvages. Le président l'enlaça, un sourire mélancolique aux lèvres, gravé à la base du monument, une phrase résonnait « La blessure la plus profonde ne vient pas des armes, mais de la main qu'on pensait amie. »